et bienvenue dans Smart Bourse. Nous sommes le lundi 26 août, c'est le coup d'envoi de cette saison 5 de votre émission consacrée au marché financier. Smart Bourse, c'est l'émission qui vous permet de rester à l'écoute des marchés au quotidien sur Bismart for Change, nouvel intitulé qui marque effectivement l'arrivée de Bismart TV dans le giron du groupe FICAD. Pour le reste, rien n'échange. Notre rendez-vous a toujours lieu à 17h en direct sur tous les canaux de diffusion que vous pouvez connaître, les box, satellites ou autres, et à consommer bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast à l'heure que vous souhaitez. Pour le reste, les sujets de la rentrée, nous allons en parler avec nos invités dans quelques instants, les enjeux du mois de septembre notamment, après un coup de chaud, un coup de speed, même au cœur de l'été pour les marchés financiers. Nous reviendrons sur ce qui s'est passé au cours de quelques séances, au tournant du mois d'août, le 5 août ayant marqué le point bas des indices majeurs et le point haut de la volatilité sur les marchés globaux. Quel diagnostic, quelle analyse peut-on faire de cette séquence estivale? Ce sera une première question que nous poserons à nos invités dans un instant pour embrayer évidemment sur les enjeux de la rentrée, à commencer par les enjeux en matière de politique monétaire et plus globalement des marchés qui sont toujours partagés entre l'analyse des fondamentaux macroéconomiques, microéconomiques et les enjeux politiques avec bien sûr la perspective de l'élection présidentielle américaine ou dans une autre mesure la séquence de blocage politique en France qui se poursuit jusqu'à présent. Sur la partie microéconomique, nous allons clore cette semaine ou dans les prochains jours en tout cas la séquence de publication des résultats du deuxième trimestre avec en point d'orgue la publication de Nvidia attendue ce mercredi soir après la clôture des marchés américains. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, nous retrouvons bien sûr Pauline Gratel en ouverture de Smart Bourse. Bonjour Pauline. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette saison 5 de Smart Bourse avec les infos clés des marchés évidemment et un CAC 40 qui se balade en légère progression en ce début de semaine. Oui, la Bourse de Paris tourne autour des 7600 points. Les investisseurs gardent en tête les récentes déclarations de Jérôme Powell à Jackson Hole. Le président de la Réserve fédérale ouvre clairement la voie à une détente de la politique monétaire américaine prochainement. Outre-Atlantique, les marchés britanniques restent fermés aujourd'hui pour Summer Bank Holiday. Outre-Manche, en l'occurrence, effectivement, pour les marchés britanniques, off au début de cette semaine. Qu'en est-il du marché obligataire? Quel est l'état des lieux qu'on peut dresser aujourd'hui de la situation des taux, Pauline? Sur le marché obligataire européen, le rendement de l'obligation française à 10 ans est autour de 2,97%. Le rendement de l'obligation allemande de même échéance autour de 2,25%. Le spread entre ces deux obligations est stable à environ 70 points de base. Le retour des tensions au Moyen-Orient redonne un coup de fouet au pétrole avec une hausse de 2,5% pour le baril de Brent. Quelques statistiques et notamment des enquêtes de conjoncture à suivre en ce moment, notamment du côté allemand, avec le climat des affaires, l'indice IFO qui a été publié ce matin. Il ressort pour le mois d'août supérieur aux attentes à 86,6 points, après 87 le mois précédent, et alors que le consensus tablait sur 86 points, un niveau qui reste malgré tout très faible et qui n'augure rien de bon pour la dynamique de l'économie allemande devant nous. Du côté des entreprises, je le disais, on va clôturer bientôt la saison de publication des résultats du deuxième trimestre. Et côté chinois, grande entreprise chinoise, PDD Holdings a publié aujourd'hui un chiffre d'affaires sous les attentes des analystes. La maison mère de Temu fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes à 97 milliards de yuans, soit plus de 13 milliards de dollars sur le deuxième trimestre. Les analystes tablaient sur un chiffre un peu plus élevé. À Wall Street, le titre ouvrait en forte baisse de plus de 26%. Dans le reste de l'actualité, Uber a été sanctionné pour avoir transféré des données personnelles de chauffeurs VTC européens aux États-Unis. La société écope ainsi d'une amende de 290 millions d'euros. Le titre ouvre en recul à Wall Street. Enfin, IBM annonce la fermeture de son département de recherche et développement en Chine. Cela va entraîner la suppression de 1000 emplois. Le titre ouvre à l'équilibre. Qu'est-ce qui attend les investisseurs demain et dans les prochains jours, Pauline? Demain, les investisseurs prendront connaissance de la seconde estimation du PIB allemand du deuxième trimestre. Ils seront également attentifs à la publication de l'indicateur de la confiance des consommateurs du Conference Board du mois d'août. Côté micro, les investisseurs attendent les résultats de Nvidia mercredi soir après la clôture de Wall Street. Tendance, mon ami, chaque soir c'est en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel, les infos clés du jour sur les marchés et c'est sur Bismart TV.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Anthony Morlet-Lavidalier est avec nous. Il est économiste au pôle macro-conjoncture de Rexecode. Bonsoir Anthony. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver pour cette saison 5. Ravi d'accueillir également Wilfried Galland pour ce démarrage de cette saison 5, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Et Kevin Tauzet qui nous accompagne également autour de cette table, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonsoir Kevin. Bonsoir. On va reprendre un peu la séquence de l'été. C'est l'émission un peu mise à jour pour ceux qui ont eu la chance de prendre un peu de distance au cours des dernières semaines. Avant d'en venir à Jackson Hole et au discours important de Jérôme Powell qui complète le pivot de la Fed, je voulais qu'on revienne un peu en arrière, ce qui s'est passé effectivement sur les marchés, ce coup de speed, dans la mesure effectivement on a vu de la vitesse dans la baisse de marché, une accélération, je disais fin juillet, début août, jusqu'au la séance du 5 août qui a marqué le point bas de cette correction, qui a été suivie d'un rebond en V assez rapide, très violent, Kevin. Bon, déjà beaucoup de choses ont été écrites dessus. Quels ont été les déterminants pour vous de cette séquence de correction? Quelle analyse est-ce que vous en faites chez Carmignac entre à la fois des facteurs techniques visiblement très importants et également peut-être des questionnements macro à l'époque qui peuvent trouver une résonance d'ailleurs dans le discours d'un Jérôme Powell en fin de semaine dernière. Oui, je crois qu'il y en a plusieurs. Le point de départ, c'est quand même un positionnement de marché, un consensus de marché très fort. C'est-à-dire l'économie américaine va forcément atterrir en douceur si elle atterrit un jour. La devise, la Banque centrale japonaise ne va jamais remonter ses taux d'intérêt, et donc la devise que les investisseurs préféraient vendre, c'était l'yen. D'ailleurs, on est sur des niveaux de vente sur les contrats futurs aux États-Unis qu'on n'avait pas vu depuis la grande crise financière, pour vous dire l'ampleur du positionnement de marché. Et puis le consensus, en tout cas l'actif à avoir dans un portefeuille, c'était des actions américaines et la tech américaine. Une fois qu'on a dit ça, on a une séquence de données, d'abord des données économiques un peu décevantes aux États-Unis, notamment sur des indicateurs avancés liés à des enquêtes auprès des chefs d'entreprise. Et on a cette crainte de voir un ralentissement aux États-Unis et une boucle qui commence à se mettre en place avec un dollar qui baisse. Des marchés d'actions américains qui baissent aussi un peu, il y a un pétrole qui baisse, et des taux américains qui baissent aussi. Et ça amène, on va dire, ça commence à mettre quelques doutes sur, on va dire, un des longs, en tout cas une des pattes acheteuses de ces positions-là. Et de l'autre, on a une banque centrale japonaise qui commence à signaler qu'elle va bien faire ce qu'elle est en train de... ce qu'elle dit depuis... Ce qu'elle essaye de signaler depuis un moment. Et donc, sur ces... J'y vais. Oui. Et donc, sur ces deux positions, une vendeuse sur le yen et une acheteuse sur le dollar, on a un fameux effet ciseau. Et là, on a une forme d'effet d'entraînement. Alors, quand on rajoute à ça, comme vous le disiez, c'est arrivé au cœur de l'été, comme vous le disiez, pour ceux qui étaient là, et pas beaucoup d'opérateurs de marché qui étaient là quand on voit les volumes échanger, on rajoute on va dire, voilà, ce stress-là, en tout cas, cette faible liquidité dans le marché. Et donc, on a des mouvements inédits, des actions japonaises qui font autour de moins 15, c'est ça, moins 15 dans une séance. Des indices de volatilité. Alors, si on regarde... La taille des mouvements qu'on a pu voir a été quand même assez impressionnante. Donc, un indice de volatilité, si on regarde l'indice VIX, il est monté à 65, donc c'est pareil, je crois qu'il y a 3 précédents. C'est le Covid et la grande crise financière, voilà, 2 précédents. Si on regarde les instruments qu'on peut effectivement traiter quand on est en gérant actif d'actifs comme on l'est chez Carmignac, là on a des contrats futurs sur VIX, donc ce qu'on peut effectivement être en place dans un portefeuille. Ça remonte assez fort, 35-40, mais c'est sur des niveaux qu'on a pu voir avant, sur du stress bancaire aux États-Unis, dans des phases de remontée des taux d'intérêt ou de chevaucher en avant des taux d'intérêt comme on a eu en 2022. Donc un mouvement de stress, mais pas aussi important que ce que peuvent dire les écrans quand on regarde a posteriori. Il y a, il me semble, deux facteurs importants. Le premier, c'est que le positionnement de marché, le consensus de marché, il faut y faire attention. Et quand on a des positions vendeuses... Nous sommes importants. Non, mais je pense que c'est un élément qui est important. L'autre, c'est que, oui, il y a sans du tout quelques pertes de PNL. Il y a clairement des investisseurs, des sociétés de gestion qui ont perdu un peu d'argent. Mais a priori, il n'y a pas eu d'accident de crédit dans cette séquence-là. Et c'est quelque chose qui était possible. Et là, ça aurait pu faire bien plus mal que ce qu'on a pu voir. Pour autant, je crois que c'est une piqûre de rappel qui est importante. Et puis l'autre point, c'est que quand on a ces périodes de stress de marché, ça veut dire quand même que la direction future, a priori, des performances des actifs sera peut-être un peu moins importante. Ça a nettoyé un petit peu du positionnement, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gérants systématiques. Wilfried soulignait l'importance d'avoir des gérants actifs d'actifs, mais quand on a des gérants systématiques qui utilisent des signaux comme les indices de volatilité pour
eh bien voilà, se désexposer, ça peut amener, on va dire, un phénomène d'entraînement ou de réflexivité. Pareillement, quand un investisseur particulier ouvre, je sais pas, le Financial Times, les Échos, la Tribune, ou regarde Bismart, quand il voit l'indice de volatilité, l'indice de la peur qui est sur des plus hauts des 30 dernières années ou des 20 dernières années, il va pas être enclin à remettre du risque dans un portefeuille. Et ça veut dire que là aussi, je pense que les régulateurs, les banquiers centraux, certains s'en sont émus d'ailleurs, vont quand même faire un petit peu attention à ça. Mais quelques semaines après, alors on verra ce qui reste de ce 5 août, il n'y a pas eu de crash, quoi. Il y a une correction de 10%, mais ça, c'est la vie habituelle des marchés. Alors, quand ça arrive, il faut faire le bon diagnostic et la bonne analyse. Mais il n'y a pas eu, comme vous dites, d'effet boule de neige délétère qui nous aura emmené beaucoup plus loin, en fait, dans ce krach de marché. C'est ça. Donc, on n'a pas vu d'accident. Pour autant, il y a quand même un élément qui est important, et on parlait de la Banque centrale japonaise, c'est qu'il y a quand même un pourvoyeur de liquidité, un de plus ou un de moins, comment on le formule, mais qui est en train de sortir. Et donc ça veut bien dire, je crois que c'est une prudence, mais en tout cas, pas être pleinement exposé dans ce contexte-là, je crois que ça fait du sens. Et puis on a quand même un narratif de marché qui a évolué. C'est-à-dire qu'on est passé de l'exceptionnalisme américain à le put de la Banque centrale, mais je ne veux pas trop en dévoiler sur la suite. Mais on voit bien qu'il y avait dans ce mouvement de marché déjà peut-être les prémices effectivement d'inquiétude qui ont été adressés en partie, en tout cas par Jérôme Powell, à Jackson Hole en fin de semaine dernière. Qu'est-ce qui reste du 5 août dernier pour vous, Wilfried ? Je pense que ce qui reste profondément, c'est d'abord le fait que les banques centrales ne peuvent pas s'écarter trop longtemps des réactions de marché. Puisqu'on a vu assez vite que la Banque du Japon disait non mais en fait je compte bien changer ma politique monétaire, mais je ne ferai rien qui remette en cause la stabilité financière, et donc j'y serai très attentif. J'ai conscience une fois que je pèse dans le jeu de la stabilité financière. Exactement, et donc tout ce que disait Kevin jusqu'à présent, en fait, je pense que les banquiers centraux l'intègrent également dans leur discours en disant nous ne sommes pas en fait des îles qui pouvons décider en fait sans regarder ce que d'autres acteurs de marché vont prendre de notre propre décision. Ça, je pense que c'est un premier point qui reste. Le deuxième point qui reste, c'est l'attention portée au scénario macroéconomique et au fait qu'il n'y a pas de consensus sur ces scénarios macroéconomiques, en tout cas beaucoup moins fort que ce que pouvait laisser penser un certain nombre de positionnements de marché. D'abord parce que le consommateur américain, cette espèce de locomotive inexorable sur lequel tout le monde compte en permanence, pourrait montrer des signes de faiblesse si on avait la confirmation que le marché du travail américain était moins flamboyant que prévu. Il s'est passé quand même quelque chose ensuite, c'est la fameuse revue à la baisse de la création d'emplois aux États-Unis entre mars 2023 et mars 2024. Alors, c'est vrai que pour les marchés, mars 2023, mars 2024, c'est la préhistoire. Néanmoins, quand vous avez créé officiellement 2,9 millions d'emplois et qu'à la fin, on vous dit non, mais en fait, c'est pas 2,9 millions, c'est un peu plus de 2 millions. Ça change quand même un petit peu les choses. Ça met aussi un espèce de voile d'incrédulité sur les futures publications du marché de l'emploi. Et on sait que le marché de la consommation aux États-Unis dépend du marché de l'emploi, parce que c'est vrai que tout ce qui est travaux un peu spéculatifs sur les excès d'épargne post-Covid, moi, à chaque fois, je dis tout et n'importe quoi sur ce sujet. Ce que je vois, c'est qu'on n'a jamais eu de taux d'épargne négatif aux États-Unis. Donc en fait, on n'a jamais tapé dans le stock en fait d'épargne aux États-Unis. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il en est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que visiblement, c'est quand même les flux qui tirent la consommation. Ça, je pense que c'est le deuxième élément très important. Et le troisième élément très important, c'est que, comme tout gros consensus, il faut se méfier des consensus de positionnement sectoriel, et que l'intelligence artificielle, même si on sait qu'il va y avoir énormément de revenus associés, et il y a déjà des revenus associés, et que ces revenus-là seront effectivement présents, la question c'est: quand est-ce qu'ils seront présents par rapport aux masses d'investissements qui sont aujourd'hui nécessaires ? Est-ce que c'est le moment de s'interroger, de s'inquiéter de cette question-là, ou est-ce que le marché, les investisseurs sont prêts à donner encore un peu de temps ? Alors, pas à Nvidia, parce que Nvidia, ils vendent déjà aujourd'hui, mais à tous ceux qui vont être chargés, entre guillemets, de monétiser l'intelligence artificielle. En fait, aujourd'hui, il y a une espèce de... Précis juste dans la correction de cet été, effectivement, semi-conducteurs, chips, ça a été un secteur en première ligne. Absolument. Parce que, évidemment, on regarde la progression qu'on a pu avoir.
s'il y avait des Ça inquiétudes rebondit très cycliques, fort, ouais. c'est aussi un secteur Ça qu'on a rebondit. retrouvé en première ligne Exactement. dans la baisse. Exactement. Et de facto ensuite dans la hausse. Exactement. Donc en fait, on n'a pas eu cette rotation sectorielle qu'on imaginait. En fait, la hausse a été de nouveau tirée par l'intelligence artificielle. Mais je trouve qu'il y a aujourd'hui une attention toute particulière au côté équilibre de business case entre les dépenses d'un côté et les investissements de l'autre. Ne pas recommencer l'erreur du métaverse, si je veux être un peu brutal. Et donc, tant qu'effectivement les revenus semblent s'équilibrer par rapport aux coûts, et c'est pour ça d'ailleurs que l'événement macroéconomique de cette semaine, ce sont les résultats d'NVIDIA. Alors évidemment, on va parler des chiffres d'inflation aux États-Unis, on va parler effectivement des chiffres du conférence board américain, mais tout le monde va regarder mercredi en disant où est-ce qu'on en est dans la construction des infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est effectivement la troisième leçon qu'il faut tirer de cette espèce d'épisode du 5 août, pour lequel on se disait avant l'émission, quelqu'un qui aurait effectivement déconnecté pendant 4 semaines arriverait aujourd'hui en disant finalement c'est la même chose que ce que j'ai vécu fin juillet. La correction de 10%, elle a été spectaculaire, disons qu'elle s'est faite avec de la vitesse, donc elle a pris tout le monde un peu de court. Mais ce qui a été d'autant plus spectaculaire, c'est la reprise en fait qu'on a eu derrière sur les mêmes marché. secteurs. L'indice mondial des actions mondiales est au plus haut historique à nouveau aujourd'hui. Nvidia n'est pas très loin de ses plus hauts historiques. Nvidia un petit peu en dessous, mais effectivement, là aussi rebond en V pour tous ces secteurs qui ont fortement baissé dans la correction de l'été. Si on en vient à la macro, justement dans cette séquence estivale de marché, Anthony, est-ce que vous avez décelé une perception des investisseurs sur la macro qui aurait changé, à tort ou à raison, et quel est l'état des lieux, si on parle de l'économie américaine, bien sûr, que Jérôme Powell nous a proposé justement vendredi dernier, qui semble marquer un changement, en tout cas compléter un virage que la Fed a pris il y a déjà peut-être quelques mois. Alors je pense qu'on a joué à se faire peur. Je commence par la croissance mondiale. On a grosso modo quand même une croissance mondiale très résiliente. On la calcule au T2 autour de 3,1% sur un an, ce qui est en ligne avec ce qu'on avait au T1. Et grosso modo, c'est des rythmes de croissance en ligne avec la décennie précédente. Donc de ce point de vue-là, on a vite cru qu'on allait avoir un ralentissement très fort de la croissance que l'on n'a pas. Ça résiste plutôt bien dans les émergents, notamment Amérique latine, Asie. Un peu moins vrai dans les pays d'Europe de l'Est, mais dans les émergents dans l'ensemble, ça tient. On a une zone euro qui est quand même un petit peu repartie, T1, T2. Alors on avait 5 trimestres de croissance nulle, mais un petit peu de mieux. Et l'économie américaine, c'est un peu le gros sujet, ralenti, mais quand même très modestement. Je pense que beaucoup se sont inquiétés quand on a vu que le taux de chômage remontait avec la fameuse activation de la règle de Sam, quand on a 0,5 points d'augmentation par rapport au plus bas de l'année. Ça nous montre une fois de plus qu'une statistique ne permet pas du tout de faire un diagnostic complet de l'économie. Je pense que ça, c'est quand même le point important, c'est de dire il faut à chaque fois un panachage d'indicateurs. Et quand on fait ce travail-là, on se rend compte que l'économie américaine, oui, probablement ralenti, c'est un peu l'objectif que cherche à atteindre la Fed, mais on ne peut pas du tout dire qu'on est dans une forme de pré-récession. Non, pas du tout. On reste en territoire positif de croissance. Même après révision des chiffres de l'emploi, notamment, comme le soulignait Wilfried. Je trouve presque que c'est une bonne nouvelle, en quelque sorte. Mais oui, parce que, en fait, longtemps, les économistes ont peiné à expliquer pourquoi on avait quand même un reflux de la dynamique salariale, alors que les créations d'emplois restaient très dynamiques. Donc, on avait des tensions qui se réduisaient progressivement et on n'avait pas justement d'apaisement sur les créations nettes d'emplois. Finalement, on se rend compte que c'est pas le diagnostic qui était mauvais, c'était la mesure. Donc en un sens, ça rassure un petit peu, puisqu'on se dit on avait la bonne histoire, c'est simplement que la mesure a été corrigée. Et puis l'autre point, c'est qu'on passe de 2,9 millions de créations nettes sur un an à 2 millions, ça veut dire des gains de productivité. Ça reste 2 millions, oui. C'est des gains de productivité, ça augmente d'un tiers les gains de productivité. Ça veut dire que quand on va corriger, on va être en croissance des gains horaires autour de plus 3%, voire un peu plus au T2. C'est juste monumental. Enfin, on est sur des rythmes qui sont même presque supérieurs à ce qu'on a connu entre 2010 et 2019. Et ça, c'est même hors, ces gains de productivité revus à la hausse, de facto, c'est même hors effet IA aujourd'hui. Alors oui, je pense que l'IA, c'est trop tôt pour que ça affecte l'ensemble de l'économie. Là, c'est plus la vague de digitalisation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'investissements qui ont été opérés. On passait notre temps à dire que Internet, on le voit partout, sauf dans les chiffres de la productivité. Peut-être quand même que là, on voit des signaux que, oui, quand on digitalise quand même un grand nombre de secteurs, à la fin, on fait des gains d'efficacité. Ça pose, à mon avis, un problème, c'est que c'est certains secteurs seulement qui tirent la productivité, alors que d'autres pas du tout. Et donc, on a vraiment quand même une hétérogénéité qui est en train de se créer au sein de la société américaine, et ça renvoie à des problèmes politiques très forts. Il y a quelques secteurs, quelques entreprises qui tirent
C'est quoi, les entreprises du numérique, les secteurs du numérique? La tech, évidemment. Il y avait un paquet. Les secteurs plus traditionnels connaissent pas, et même dans les services traditionnels connaissent pas ce boom de productivité. Quand on regarde l'industrie manufacturière aux États-Unis, les gains de productivité, c'est 0 depuis 2008. Donc on voit bien, alors là aussi dans l'industrie manufacturière, certains secteurs s'en sortent mieux que d'autres, mais dans la globalité, on voit bien que c'est certains secteurs, dont la tech, les services aux entreprises, etc., qui tirent les gains de productivité. Mais là, il y avait un fameux papier de Nick Bloom qui expliquait très très bien ça, qui montrait que les inégalités aux États-Unis, leur accroissement est dû à l'écart inter-entreprise et pas intra-entreprise. C'est pas le patron qui gagne de plus en plus par rapport à ses employés. C'est des entreprises bien plus performantes parce que je m'appelle Google. Forcément, tous mes salariés, je suis capable de les embarquer dans une dynamique salariale alors que d'autres ne sont pas du tout à la frontière technologique et pâtissent de selon que vous appartenez à telle ou telle entreprise. Exactement, c'est un sujet. Vous n'aurez pas le même sort. Mais sauf que ces inégalités, elles sont légitimes. C'est les gains de productivité qui les expliquent. Donc, mais sauf que ça cristallise quand même beaucoup de tensions au sein de la société américaine. Bon. Une fois qu'on a dit ça, donc Jérôme Powell fait le bon constat vendredi à Jackson Hole. Et est-ce que la Fed est encore dans le bon rythme, au bon endroit, au bon moment, en signalant de prochaines baisses de taux pour garantir cet atterrissage en douceur de l'économie américaine, qui alors peut-être a baissé en probabilité, j'en sais rien, mais qui reste quand même l'objectif explicite de Jérôme Powell? Je pense qu'il est dans le bon timing. 25 BP, ça paraît pas... Voilà, ça paraît assez normal à ce stade. 50 peut-être un peu trop, puisque ça mentionnerait quand même que finalement le diagnostic est bien plus périlleux qu'on pouvait le faire il y a encore quelques mois. Donc, mais 25 points de base de baisse de taux pour entamer ce cycle, à mon humble avis. Puis oui, il est dans le bon timing à ce stade. Je pense que... Bon, le timing de la Fed, moi, l'expérience nous montre quand même, ma petite expérience nous montre qu'ils sont quand même... Toujours en retard. Ben oui. Oui. Encore plus en zone euro quand même. Quel que soit le sens des mouvements, mais il y a toujours une réticence à y aller au moment où il faudrait y aller, parce que oui, on n'a pas forcément tous les éléments pour prendre une décision solide, confortable quand on est banquier central, et que de facto, ils sont toujours un peu en retard. Exactement. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans le discours de Jérôme Powell, c'est la présence de deux termes et l'absence de deux autres. La présence de deux termes, c'était flexibilité et humilité. En disant, ce sont les deux éléments avec lesquels nous devons travailler désormais. Il y a deux éléments qui ont été totalement absents et qui étaient extrêmement présents dans ces différents discours. C'était la prudence d'une part et le côté graduel d'autre part. Prudence et graduel, on ne l'a pas du tout eu. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a de la part des banquiers centraux, en tout cas de la part de Jérôme Powell, j'espère que nous allons avoir effectivement une contamination transatlantique qui va arriver, tel l'esprit de Pentecôte, avec un peu de retard, sur Francfort, qui se rend compte que désormais il faut passer à l'esprit de décision. C'est-à-dire qu'en fait on a besoin, on n'a pas besoin de ça. C'est gentil quand même, c'est la BCE qui est allée en juin avant la Fed. Mais là aussi avec retard, et je dirais en fait, aujourd'hui on n'a pas besoin de saint Thomas, on a besoin de saint Paul, on a besoin de celui qui tombe sur le chemin de Damas et d'un seul coup illuminé en disant je fais un acte de foi. On n'a pas besoin de celui qui nous dit mais j'ai besoin de voir, de toucher parce que sinon je vais pas croire. En fait aujourd'hui la conjoncture américaine et la conjoncture européenne telle qu'elle est, on voit à des signaux de fragilité qui nécessitent de la part des banquiers centraux d'avoir des convictions et de ne pas regarder uniquement dans le rétroviseur pour prendre un certain nombre de décisions. J'espère qu'on va sortir du fameux mantra qu'on a régulièrement dans les conférences des banques centrales en disant meeting by meeting, data dependent. Ça suffit. Ça bouge ou pas? J'ai l'impression qu'on pressent. Voilà, exactement. C'est pour ça que je soulignais l'absence des termes. Je pense qu'il y a effectivement une espèce de bascule aujourd'hui où les banques centrales se rendent compte qu'effectivement, ils vont devoir également rendre compte d'un manque peut-être de projection dans l'avenir par rapport à des choses qui effectivement étaient sous-jacentes mais déjà perceptibles. Il faut accepter ce saut dans le vide. Enfin, c'est pas un saut dans le vide, mais il faut accepter de ne pas avoir forcément tous les éléments devant les yeux pour quand même prendre des décisions et quand même signaler une trajectoire, un atterrissage. Exactement. L'exemple type pour les banquiers centraux, c'est Mario Draghi qui préfère l'esprit à la lettre des traités, qui a toujours préféré l'euro aux différents critères qui lui est imposé. Donc c'est ça en fait qu'on doit retrouver. J'ai l'impression, il va falloir que ça se confirme, mais j'ai l'impression que dans les séminaires des banquiers centraux et dans les différentes communications, on sent un changement d'époque. Ça, j'aimerais bien effectivement qu'on le concrétise. Kevin, alors maintenant ils nous disent, la dépendance aux données ne veut pas dire qu'on est dépendant d'un point de données. Donc c'est déjà presque une étape de dire, on regarde quand même plusieurs choses. Et est-ce qu'il y a cette volonté, selon vous, d'être moins dépendant aux données et d'être plus forward-looking, comme disent les anglo-saxons? Il y avait trois questions. La première, je crois qu'on peut quand même saluer le travail qui a été fait par M. Powell en réponse à cette vague inflationniste sans précédent. C'est-à-dire que
à jouer les Cassandres. On est nombreux à l'avoir fait, pas forcément ici dans cette pièce, ça peut arriver. On va dire collectivement. Et c'est le cri de la victoire, là. C'est le cri de la victoire. Jusque là, tout va bien. Voilà. Je sais, c'est touché, mais quand même, je crois que il faut quand même le dire. C'est que on partait dans un contexte exceptionnel. Les taux d'intérêt, ils sont restés sur des plus hauts de 20 ans pendant plus de 12 mois. Et il y a eu pour l'instant, on va dire, assez peu d'accidents. Ça fait peur quelquefois. Feignons d'être l'organisateur des choses qu'on ne sait pas. Ouais, mais quand même, il faut quand même, je crois, on peut quand même en parler. Deuxième point sur, on n'a pas parlé, enfin, en tout cas, M. Powell n'a pas signalé le mot graduel. Graduel, ça voudrait dire. Ça voudrait dire 25 automatique, ça voudrait dire 25 25 centimes. D'accord. Et il n'a pas, il n'a pas dit s'il allait faire ce que certains participants de marché, opérateurs de marché, lui prêtent, c'est-à-dire une baisse de 0,5% ou une baisse de 0,25%. S'il avait dit graduel, je crois que la réponse eût été. Il y a une forme de symétrie par rapport à ce qu'on a connu dans la hausse, quand on a été capable de passer de 25 à 50, puis de 50 à 75, quand bien même la semaine d'avant, on disait qu'on continuait au même rythme. Mais comme il était souligné, l'économie américaine, elle ralentit, mais elle ne rompt pas. Hein. Donc voilà, pour l'instant, est-ce qu'il a besoin de se mouiller là-dessus et sur la suite, là aussi, je crois que l'incertitude politique, l'incertitude budgétaire qui a sorti, induit qu'il ne pourra vraisemblablement pas se prononcer sur 0,25 ou 0,5%. Et ensuite, sur ce qui se passe au sein de la BCE et au sein de la Fed, c'est quand même très différent. C'est-à-dire que quand je regarde la réaction de marché de la dernière semaine, on a des marchés taux américains, alors je vais utiliser du jargon, qui payent beaucoup plus que les marchés taux européens. Hein. Et ça, je crois que c'est quand même que la fonction de réaction de M. Powell et de Mme Lagarde, c'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a un miroir et c'est plutôt une image renversée. C'est-à-dire que d'un côté, outre-Atlantique, on a bien compris que la fonction de réaction, elle se déportait vers, on va dire, le chômage et donc la croissance, et donc une capacité à être, on va dire, plus proactif, alors qu'en zone euro, on reste, j'espère me tromper. Mais Philippe Lane nous dit que le travail n'est pas fini. Exactement. Alors que Jérôme Powell, effectivement, c'est maintenant le marché du travail qui compte. Oui, mais nous n'accepterons pas de détérioration supplémentaire du marché du travail aux États-Unis. Et ce qui est quand même, il me semble, assez antinomique, c'est que le point de départ, on va dire la croissance américaine et la croissance européenne, c'est pas tout à fait la même. Hein. Donc on se retrouve un peu dans ce cadre-là. Concrètement, là, quand vous réfléchissez chez Carmignac, en l'occurrence, qu'est-ce que ça donne au regard notamment du discours de Jérôme Powell vendredi ? Qu'est-ce qui paraît assez certain en matière de baisse de taux, qu'est-ce qu'il est moins à partir d'un certain stade? Alors, il peut se passer beaucoup de choses entre maintenant et la fin de l'année, mais on va dire dans le contexte actuel, il me semble qu'une baisse de 0,25% par réunion de banque centrale, donc septembre, novembre et décembre. Et la suite, je crois, sera très dépendante à, on va dire, ce qu'en mesure de faire le futur gouvernement américain. C'est-à-dire que si on a une forme de contraction budgétaire, donc moins de relance budgétaire que ce qu'on a eu par le passé, ça voudra dire que le gros du travail pour venir soutenir l'économie américaine, il devra venir de la politique monétaire, donc on aura peut-être des baisses de taux plus importantes. À l'inverse, si on a un déficit américain qui passe de 6, 7 à 8, 9%, voilà, on aura peut-être une politique monétaire qui sera même moins accommodante que ce que peut y penser M. Powell ou ce que pensent les marchés. Comment vous réfléchissez effectivement désormais à la stratégie des banques centrales et en l'occurrence de la Fed sur le rythme, la vitesse de baisse de taux, l'objectif à atteindre en termes de taux terminal également, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose quand on démarre un cycle, en l'occurrence de baisse de taux. C'est sûr. Et puis je pense que la Fed regarde le policy mix, et on parlait de politique budgétaire, je pense que la Fed a clairement en tête que le déficit ne va pas se réduire. Que ce soit Donald Trump, ça sera par une réduction de la taille du secteur public, c'est Kamala Harris, ça sera par une expansion de ce secteur, mais dans les deux cas, c'est plus de dépenses, l'autre moins de recettes, mais c'est 7 points de PIB de déficit public en 2024. Et ça ne va pas s'améliorer. Le CBO, en 2034, projette même toujours le même déficit. Donc on est sur une trajectoire explosive de la dette publique. Donc ça, forcément, c'est quand même très contraignant. D'une part, ça donne de l'impulsion à l'économie, mais avoir une politique monétaire restrictive amplifie le problème de la dette, parce que ça accroît les charges d'intérêt. Donc on a un vrai sujet, quand même, me semble-t-il, sur la dette publique américaine, c'est que peu importe le candidat qui va l'emporter, pour l'instant, la contrainte budgétaire, elle va arriver. Il y a un travail très intéressant de Richard Baldwin qui a été publié il y a 2 jours, qui montrait que le privilège exorbitant du dollar, grosso modo, ça permettait d'avoir un endettement pour les États-Unis de 22 points de PIB supérieur à ce qu'on peut avoir dans un autre pays sans discrimination. Mais c'est que 22 points de PIB, c'est à la fois beaucoup. Un cinquième, quoi. Exactement. Mais il y a un moment où c'est pas non plus illimité. Donc en France, on voit bien qu'on a une équation budgétaire compliquée, mais les Américains, il y a quand même un sujet qui va se poser et on voit pas bien comment ça se déboucle à ce stade. Donc ça, c'est quand même un gros sujet, me semble-t-il. Et la Fed va y être vigilante. Ça, c'est à peu près certain. Même dans son comportement de rachat d'actifs, il va falloir voir comment elle
manage un petit peu son bilan. Mais est-ce que jusqu'où ça met en danger une poursuite des baisses de taux de la Fed au-delà des 2-3 premières, qui serait loin de nous ramener à quelque chose de neutre en termes de politique monétaire. Bien sûr, c'est un risque inflationniste, mais honnêtement, pour l'instant, il paraît grosso modo écarté. Ce qui est assez fabuleux quand même au niveau de l'économie mondiale aujourd'hui, c'est qu'on est à peu près certain de la tendance des inflationnistes. Il y a quand même même les petits aléas qu'on peut avoir ici et là. On avait vu les indices de fret remonter un petit peu, mais ça mord assez... Pour l'instant, très peu. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que partout, on est sur une tendance des inflationnistes très marquée. On a la Chine qui aide beaucoup parce qui exporte de la déflation. Donc, quand on regarde un petit peu ce monde-là, on se dit qu'il y a quand même de la place pour des baisses de taux significatives aux États-Unis, mais surtout en zone euro. La zone euro, c'est anormal pour une politique monétaire aussi restrictive à ce stade. Sur ce point-là, c'est-à-dire que là aussi, on parle de ce qui peut se passer. Alors, je dis 3 mois parce que... avoir une lecture au-delà de ça, c'est un horizon de marché. Mais c'est important. C'est un horizon de marché. Mais ce que nous disent les marchés obligataires aujourd'hui, c'est que les taux de politique monétaire américains, ils reviennent au taux neutre, on va dire autour de 3% à horizon 18 mois. Oui, bon, ça semble dans un contexte où on aurait soit une vague rouge, soit une vague bleue, ou voire même un gouvernement plus divisé avec, on fait bien de l'arrosance, en tout cas de l'État-providence d'un côté, et on échange ça avec quelques tarifs douaniers. On voit bien l'impact que ça peut avoir et sur la croissance et sur les prix. Et donc dans ce contexte-là, cette enveloppe de baisse de taux à horizon 18 mois, elle est peut-être un petit peu optimiste. Ça nous amène parmi les événements de l'été, parce que c'est quand même Kamala Harris désormais sur... non, mais oui, il faut qu'on en parle. C'est quand même pas sûr. Non, mais ça y est, c'est le new normal. Maintenant, on s'est tous habitués à voir Kamala Harris sur une estrade, mais ça va être jusqu'au 6 novembre prochain comme ça maintenant. Et alors, est-ce que nouveau souffle pour les démocrates ? Est-ce que ça change un peu la donne des équilibres d'opinion qu'on pouvait lire auparavant, Wilfried, et puis en termes de programme, donc Kamala Harris, comme on dit. Ce qui s'est passé sur le plan de la campagne, c'est on a un changement de narratif complet. C'est-à-dire que le précédent changement de narratif, c'était Donald Trump qui l'avait imposé. Je suis l'homme fort dans un monde incertain et dangereux qui peut vous protéger, alors que vous avez de l'autre côté un homme faible qui sera incapable de vous protéger. Ça, c'était le narratif de la campagne imposé par Trump. Ça marchait très bien. Là, le changement de candidat fait qu'on a un changement total. Le narratif, c'est est-ce que vous voulez quelqu'un qui vous emmène de l'avant dans quelque chose de totalement nouveau avec l'anxiété que peut générer la nouveauté, ou est-ce que vous voulez d'une certaine façon revenir à une politique que vous connaissez déjà avec des murs partout qui vous protègent. Et donc, en fait, ce narratif-là... d'une certaine manière, nous donne un nouvel équilibre politique américain qui rebat totalement les cartes, y compris dans les États clés. Moi, là où je suis extrêmement méfiant, c'est quand même quand on regarde les sondages, on voit, quand vous regardez tout en bas, le nombre d'électeurs interrogés par État clé, on est de l'ordre de quelques centaines, on est sur parfois 300, 400, 500 électeurs. Bon, c'est quand même très, 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 très limite. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que on a de nouveaux équilibres qui se sont mis en place et une nouvelle incertitude. Et donc aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les Trumponomics, en disant, par exemple, effectivement, il y avait un certain élan dans un certain nombre de secteurs sur les énergies fossiles, sur les cryptos. Sur choc d'offres. Les Trump trades ont été passablement abattus là, tout au long de l'été. Exactement. Et donc là, on s'intéresse effectivement à ce que pourrait donner un autre type de programme. Je suis totalement d'accord, bien sûr, avec ce que vient de dire Anthony, c'est-à-dire que de toute manière, on aura un creusement du déficit, soit par la réduction des recettes, soit par l'augmentation des dépenses. Ce qui se passe néanmoins, c'est qu'on a quand même des approches qui sont à la fois relativement similaires en termes de volonté de mettre en avant l'emploi américain et tout ce qui est American National des deux côtés. Mais on a, du point de vue de Kamala Harris, par exemple, beaucoup plus de soutien direct à la consommation de la part de la classe moyenne, sur la classe moyenne inférieure, que ce que pouvait avoir Donald Trump. Ouais. Et donc certains disaient que, par exemple, les entreprises de consommation qui étaient dédiées à cette classe moyenne inférieure pouvaient rebondir, et on rebondit parfois. Je pense à des actions comme McDonald's ou d'autres chaînes. Les staples, comme on dit. Voilà, vraiment les staples, parce que justement, le Kamala trade a équilibré le Trump trade. Et ça, effectivement, il faut savoir après, d'ailleurs, comment est-ce que les débats, est-ce qu'on va avoir des débats? Il y a encore un doute là-dessus. Moi, je pense qu'on peut difficilement imaginer, ne pas en avoir. Et effectivement, avoir cette confrontation au moment des débats sur les véritables programmes économiques. Ce qui est certain,
c'est qu'on a quand même deux visions quand même qui sont très différentes. Une vision très protectrice de la part de Trump, toujours très protectrice, toujours très transactionnelle, et une vision beaucoup plus classique d'une certaine manière qui se rattache à la tradition d'Obama. Je rappelle qu'il était également protectionniste, Obama, et même éventuellement sur la partie sociale plus de Clinton. Donc quelque chose de plus rassurant peut-être pour les marchés, parce que très connu de la part de Kamala Harris, mais quelque chose qui finalement ne sera pas très éloigné en termes d'impact macroéconomique de ce qu'on peut avoir sur Trump. Comment on gère une situation politique telle que celle qu'on décrit dans un portefeuille équilibré, dans une stratégie? Enfin, je veux dire, on essaye de se désensibiliser au maximum de ces histoires de Trump trade, de Kamala trade. C'est difficile en même temps de passer complètement à côté, j'imagine. Kevin, c'est quoi la politique que vous appliquez sur cette question? Alors, si on essaie de trouver le secteur ou la valeur qui va bien, c'est difficile. Mais en tout cas, ce ne sera pas assez pour construire un portefeuille. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si j'arrive à penser à un secteur, quoi. peut-être le secteur immobilier. C'est-à-dire que, c'est quoi, 25 000 $ pour aider les primo-accédants côté républicain, côté démocrate, des républicains qui aiment bien l'idée et donc qui l'intègrent au programme. Enfin, on va pas acheter que des foncières américaines et des promoteurs et des promoteurs américains pour les. Enfin, c'est pas possible. Je crois que ça serait pas raisonnable. Mais c'est sans doute peut-être le seul secteur qui peut sortir du lot. Et ça, quand je rajoute à ça les baisses de taux à venir, il faut garder cette lecture-là. Donc, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il y a quand même, ça fait lien avec ce qu'on disait en début d'émission sur le choc du mois d'août, c'est que on retrouve quand même des fonctionnements, des dynamiques de marché, des fonctionnements de portefeuille, notamment de portefeuilles diversifiés qui fonctionnent. C'est-à-dire que le put des banques centrales, on a vu... Qui change beaucoup par rapport à 2022. Exactement. Dans le choc de l'été, on a vu des taux baisser. On a vu des obligations qui, on va dire, évoluer. C'était bien d'avoir un 60-40 cet été, quoi. Exactement. Et donc, dans le contexte, là, sur les semaines, mois à venir, ce à quoi on peut se raccrocher, c'est cette baisse des taux de politique monétaire. D'accord. Et donc ça veut dire quoi? Et une économie qui ralentit. Alors le point de départ n'est pas le même, mais en tout cas somme toute qui ralentit. Ça veut dire quoi? Qu'on a envie d'avoir ce qu'on appelle des bond proxies. Alors désolé pour l'anglicisme, des secteurs un peu défensifs, un peu plus sensibles au taux. Voilà, les santé, technologie, ça dépend de laquelle. Consommation plutôt de base que discrétionnaire. Et c'est peut-être ça qui fera que on arrivera à passer cette période-là sans se faire trop promener au gré des sondages. Ouais. Mais c'est le côté défensif quand même là que vous mettez pour nous plutôt des valeurs un peu plus sensibles au taux d'intérêt. Et si on veut diversifier, peut-être aller chercher un peu d'immobilier en plus là-dedans. Après en termes d'allocation pays géographique, là aussi cet été on a eu un avant-goût de ce que c'est que du débouclement de carry trade. On n'a pas eu le grand débouclement. Alors c'était ma question. Avant-goût, ça veut dire que c'est juste l'entrée, quoi. Encore une fois, c'est les exactement. Tout n'a pas été nettoyé. On peut théoriser sur quel est le jeu final. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français. S'il y a un actif dont tout le monde, en tout cas beaucoup de monde est long, c'est bien le secteur technologique américain, c'est bien le dollar, c'est bien alors les taux américains un petit peu moins, mais bon. Et quand même si les positions sont un peu effacées, ça reste quand même les trades qui sont les plus. Heureusement qu'on n'a pas encore vu le grand rapatriement des investisseurs et des épargnants japonais, parce que là, ça durera plus qu'une journée. Ouais. Là, pour le coup, ce serait bien que ce soit graduel, en l'occurrence. Voilà exactement. Là, le terme graduel serait parfait. Son importance. Tout à fait. Un mot quand même aussi de la conjoncture en zone euro. Là, on faisait un peu le match Fed-BCE, mais sur l'Europe, il y a peut-être 2 points sur lesquels on peut vous entendre, Anthony. Il y a, sur le plan commercial, l'idée qu'il y a quand même un début de quelque chose qui pourrait ressembler à une escalade entre l'Union européenne et la Chine, peut-être. Et puis, bien sûr, la situation franco-française spécifique, avec situation de blocage politique, on n'est pas forcément obligé de s'étendre là-dessus, mais en tout cas, une situation de blocage qui perdure, et une conjoncture qui a été plutôt supportée par l'effet JO, en tout cas jusqu'à présent. Anthony. Complètement. Alors peut-être pour commencer sur les relations commerciales, le phénomène effectivement marquant, c'est que l'Europe cherche à se protéger de plus en plus. En tout cas, on voit monter ces mesures protectionnistes aujourd'hui sur l'automobile, parce que c'est un secteur dont on sait que le dumping est clair et on arrive à le quantifier. Donc là, il n'y a pas trop de sujets. Et les autres secteurs, on peut aussi en débattre, mais il y a un grand nombre de secteurs qui devraient avoir les mêmes droits de douane, en tout cas si on appliquait les mêmes méthodes de quantification du dumping. C'est aussi parce que la zone euro exporte de moins en moins à destination de la Chine. Ça devient de moins en moins une terre de débouchés.
Quand on regarde l'Allemagne, c'est quand même très frappant. C'est-à-dire que, grosso modo, l'entièreté de ce qu'elle n'exporte plus en Chine a été réexpédiée aux États-Unis. Enfin, il y a vraiment ce mouvement de ciseaux qui s'est opéré. Il ne faut pas oublier que la Chine, c'était le premier débouché en termes de rythme de croissance de l'Allemagne depuis 2010. Donc c'était quand même le marché sur lequel elle pensait le plus s'implanter. Vous nous redonnez l'ordre de grandeur là, des parts de marché perdues par les constructeurs automobiles européens sur le marché chinois par rapport à ce qu'elles étaient il y a encore juste avant Covid, mois, c'était ou avant grosso Covid. modo 2/3 des ventes de voitures en Chine qui étaient réalisées par des constructeurs de marques non chinoises, donc étrangères, essentiellement allemandes. Aujourd'hui, c'est plus qu'un tiers. Donc c'est le mouvement en l'espace quand même de 3-4 ans. Ouais, spectaculaire. Voilà. Mais c'est vrai aussi dans d'autres secteurs. Hein. Je le regardais assez récemment dans le secteur de la restauration, par exemple. On a Starbucks qui déclare effectivement un recul de chiffre d'affaires de 15% en Chine, mais il y a son concurrent chinois Luckin qui fait plus 87% sur ses revenus et désormais qui a plus de magasins que Starbucks. Une entreprise occidentale perd des parts de marché en Chine. Oui, il y a une entreprise chinoise qui... Exactement. Mais il y a le America First, mais il y a aussi le China First. Enfin, on voit que la Chine cherche à devenir indépendante sur un grand nombre de secteurs et donc par définition, elle cherche à développer ces grands leaders. Et pour revenir rapidement sur la France, effectivement, on a ponctuellement quand même plutôt des bonnes nouvelles conjoncturelles. On va avoir un T3 qui devrait, avec une croissance autour de 0,3%, donc aller autour de 1% de croissance sur l'année, voire un petit peu plus. On y est. L'acquis est de 1. Clairement. Alors, il faut faire attention un peu au contre-coup du T4, mais grosso modo, on y est. Il ne faut pas quand même oublier après on va dire les défis structurels que rencontre l'économie française. On a parlé de la soutenabilité de la dette, on a quand même une équation budgétaire dont on ne voit pas bien comment on peut la déboucler. Enfin, ça paraît qui déjà pour la déboucler très difficile. Voilà, exactement. Et puis on a des sujets de compétitivité à long terme qu'il va falloir aussi résoudre. Et ça, c'est quand même un sujet sur lequel, pour l'instant, on n'avance pas beaucoup. En tout cas, on prend du retard. Et donc voilà, à suivre de très près. Le grand message que vous portez chez Rexecode, que ce soit vous, Anthony, ou Denis Ferrand, qu'on salue, c'est 5% de déficit en France. Arrêtez d'imaginer que c'est conjoncturel. Ça n'est plus conjoncturel. C'est structurel. C'est ça. Et puis là, on ne parle plus de petits ajustements de coin de table pour arriver à retrouver un niveau de déficit primaire qui soit acceptable. Il faut des gros ajustements, il faut notamment des baisses de dépenses. Et c'est pas bloquer les dépenses en volume, etc. Ou alors, il faut le faire vraiment de manière très sérieuse et sur la durée. Ce qu'on n'a jamais réussi à faire, ou alors que très ponctuellement. Donc c'est compliqué. On a pour l'instant un taux d'endettement qui n'est pas stabilisé, qui va continuer de croître. Et puis les bonnes nouvelles de et espérer de la croissance, ça suffit pas. C'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas 1%, il faudrait avoir 2-3%. Et là, pour aller chercher, c'est très compliqué. Surtout que l'investissement des entreprises tend, lui, à stagner, voire même, avec l'incertitude, pourrait reculer un petit peu. Et ça n'empiète pas que la croissance d'aujourd'hui, c'est aussi la croissance de demain. Donc il faut faire très attention sur vraiment l'investissement productif. On est sur un plateau là depuis plusieurs trimestres. Attention à ce que ça décroche pas. Parce qu'en tout cas, on voit qu'il n'y a plus de croissance du côté de la dépense des entreprises. C'est vrai aussi du côté des ménages. Alors là, ça devrait repartir un petit peu. Mais côté dépenses d'entreprise, prudence. C'est la question que je posais sur Twitter l'autre jour, enfin il y a quelques jours. Non mais sans gouvernement ou avec un, comme on dit, gouvernement démissionnaire, le spread est à 70. Avec un gouvernement demain, ça peut être alors, non mais c'est ma question. Est-ce que le spread risque d'être plus élevé ou moins élevé? Mais aujourd'hui, ce qui est totalement paradoxal, c'est que si jamais on disait aux entreprises, en fait, on va avoir un gouvernement démissionnaire qui va juste prolonger les choses pendant un an, les entreprises, ça leur va bien, je pense. En tout cas, à part peut-être quelques secteurs qui sont véritablement en demande, comme l'immobilier ou d'autres. Mais en général, si on prend l'intégralité des entreprises, on leur dit on touche plus rien, ça leur va très bien. Notre constitution n'est pas totalement faite pour ça. Toute la question, effectivement, désormais, c'est comment est-ce que, surtout, on ne revient pas en arrière. Je pense que la grande crainte des chefs d'entreprise, on parlait de nos dépenses structurelles, les deux grandes craintes. Le premier, c'est d'une part que la réforme de l'assurance chômage a été repoussée, alors qu'il disait on va effectivement aller de nouveau on va continuer le processus qu'on avait depuis François Hollande, en fait, d'assouplissement d'un certain nombre de choses, et puis surtout de revenir en arrière potentiellement sur la réforme des retraites, ce qui pourrait avoir des dépenses supplémentaires de 30 milliards par an. Donc là, en fait, ce serait un point de constitutionnalité d'ailleurs à évoquer. Non, mais bien sûr, mais voilà, et donc on a effectivement des questions en fait de structure de l'économie, comme le disait si justement Anthony, et des questions également, et là il va falloir aborder le sujet de façon très frontale, de volume de travail de l'économie française, non pas de travail individuel, mais globalement de volume de travail de l'économie française. On a aujourd'hui des dépenses publiques, un type de modèle de service public, je n'ose même pas dire modèle social, qui effectivement craque de partout parce qu'on l'a longtemps financé par l'endettement alors qu'on travaillait moins.
Là, on voit que ce n'est plus possible. Donc, il va falloir effectivement ajuster l'un ou l'autre. Et on sait qu'ajuster à la baisse le modèle social, c'est extraordinairement douloureux, mais ajuster à la hausse le volume de travail, on sent que ça coince aussi. Mais à un moment donné, comme le disait ce bon vieux Vladimir Ilitch, un des inspirateurs d'une des forces majeures dans ce pays, les faits sont têtus. Donc les faits sont têtus, ça veut dire qu'à un moment donné, on se tape la tête contre le mur des réalités. Le mur des réalités, il est là. Et le marché il reste patient là. Pour l'instant, le marché, en fait, par rapport à la France, globalement, à partir du moment où on ne remet pas en cause les structures européennes et l'euro, il est prêt à attendre très très longtemps. En revanche, il ne faut pas non plus effectivement qu'on aille... Il y a un capital patience qui est quand même... Voilà. En fait, tant faut qu'on pas reste... le sous-estimer non plus. En fait, tant qu'on reste dans les règles européennes, ce qui veut dire qu'on va essayer de rentrer quand même dans des règles budgétaires, le marché sera extrêmement patient. Si jamais, et certaines forces politiques l'ont clairement dit, on s'exonère totalement du pacte de stabilité ou des règles européennes, alors là, c'est plus le même jeu. Clairement. Là, effectivement, on change complètement les règles. Bon, c'était l'histoire de début d'été. Ça reste une histoire importante pour les investisseurs globaux. Enfin, je veux dire, la France fait couler de l'encre un peu partout dans le monde sur le plan des marchés. La France, c'est pareil. J'aimerais bien qu'on attaque cette rentrée avec le sourire. Enfin, pour rappel, dans moins d'une semaine, il y a des élections dans 2 Länder en Allemagne. C'est l'AfD qui est en tête, avec 30%. Donc des partis jugés ou dits populistes, non orthodoxes, etc. Donc cette séquence-là, c'est pas que la France. Non, exactement. Cette séquence-là, elle peut s'exprimer. Elle peut s'exprimer à la pointe, comme toujours. 2016. Il y avait l'Italie, je crois, avant. C'est ça. Je crois qu'on a eu. Mais donc 72 points de base d'écart de taux entre la France et l'Allemagne. Je parlais de gouvernement, en tout cas de politiques dites populistes qui avancent. Quand on a des politiques dites populistes qui avancent, c'est pas une bonne nouvelle pour les primes de risque des actifs souverains. Et voilà, sans jugement aucun. Un gouvernement qui serait plus actif, plus politique que le gouvernement actuel. Ça dépend dans quel sens. Ça pourrait être négatif à nouveau pour le spread. En fait, ce qui questionne, c'est la stabilité de ce gouvernement-là. Enfin, là aussi, je pense que on a vu des séquences précédentes dans d'autres pays européens avec des gouvernements qui étaient prêts à chambouler un peu les choses. Je pense notamment au sud d'Europe, à la Grèce notamment. Italie, bien sûr, ces séquences-là exacerbées, évidemment. Exactement, il y a quand même une sorte de rappel à l'ordre, si je puis me permettre, en tout cas de rappel à la réalité pour faire écho à ce que disait Wilfried, qui est des opérateurs de marché, les fameux bons de vigilantes, qui disent ça c'est possible aussi, mais à un prix quelque peu... C'est quoi le prix ? Quelque peu différent. Et donc ça, c'est vrai que ça vient contraindre quelque peu le gouvernement futur. Encore une fois, la question c'est quelle est la stabilité de ce gouvernement-là. Et aujourd'hui, ça fait, en tout cas, ce gouvernement démissionnaire... Il est stable. Ça va faire 2 mois bientôt. La stabilité de la démission. C'est ça, non ? Un an. C'est ça. Mais qui est beaucoup plus décentralisé, donc c'est quand même pas le même mode de fonctionnement. C'est pas le même mode de fonctionnement. Nous à l'opérer. Donc dans le cas français, vous dites quand même, Anthony, se bercer d'illusions en se disant que... Parce que c'est la Constitution c'est un rêve que certains aiment mettre en avant, mais l'idée qu'une France sans gouvernement comme a pu être la Belgique, vous dites pour la France, c'est pas exactement dans le cas de la France, ce ne serait pas forcément... Anthony, je parle sous votre contrôle, mais il me semble quand même qu'il y a un budget à déposer avant octobre, qu'on est sous processus de déficit excessif, et que le droit européen dit que si le budget n'est pas déposé, c'est celui de l'année précédente qui compte. Exactement. Donc ça fait quand même quelques dates butoires. La séquence ne fait que commencer. Et bonne rentrée là. Et bien sûr, bonne rentrée à tous. On termine sur une note positive. Voilà, exactement. À Paris, avec un CAC 40 revenu à 7600 points, c'est le niveau qu'on avait fin juillet, avant le coup de tabac des marchés au cœur du mois d'août. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de cette émission de rentrée de Smart Bourse saison 5. Kevin Tauzet, Carmignac, Wilfried Galland, Montpensier Finance et Anthony Morlet-Lavidali de Rexecode. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, comme le veut cette émission de rentrée, c'est un quart d'heure de mise à jour, de remise à jour sur les enjeux de marché pour cette rentrée ce mois de septembre. Je crois qu'il y a 2 déterminants clés pour les investisseurs globaux aujourd'hui. Ce que nous dit Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, la banque centrale la plus puissante du monde, et ce que va nous dire Nvidia, qui est peut-être l'entreprise la plus importante du monde et du siècle aujourd'hui. Justement, ça tombe bien, nous en parlons avec John Plassard, qui est avec nous en visioconférence.
Finance, spécialiste en investissement chez Mirabeau, avec nous à distance. Bonjour et bienvenue, John. Effectivement, c'est peut-être ce qui va façonner la course des marchés dans les prochains jours, les prochains mois. Je disais Nvidia qui va publier cette semaine, et ce que nous a dit également Jérôme Powell depuis le symposium de Jackson Hole vendredi dernier. Tout le monde a salué le pivot complété de la Réserve fédérale américaine à travers le discours de Jérôme Powell. Qu'est-ce qui est clair? Qu'est-ce qu'il est peut-être un peu moins dans le discours porté par le patron de la Fed vendredi dernier, John? Bonjour Grégoire. Alors d'abord, je pense qu'il faut rappeler une chose, c'est que tout le monde, le consensus était à 100% sur une baisse des taux en septembre. Donc ce n'est pas vraiment une surprise que Jérôme Powell nous dise qu'il va effectivement baisser les taux en septembre. Et donc maintenant, la focalisation et la zone d'ombre, je dirais, c'est de savoir s'il va les baisser de 25 points de base ou de 50 points de base. Mais je dirais qu'il y a d'autres choses qui sont très intéressantes et très importantes dans le message de Jackson Hole. C'est cette focalisation qu'on a depuis maintenant, je dirais, 3 semaines sur l'emploi américain. Et on sait que l'emploi américain est quelque chose de très important pour la Réserve fédérale américaine parce que c'était le levier qui avait été utilisé initialement pour faire baisser l'inflation. Vous vous souvenez qu'il y avait un calcul très simple et qui était historique, qui était de faire monter l'inflation et de faire monter le taux de chômage. Et plus vous avez de chômeurs, moins vous avez de demandes, eh bien plus l'inflation baisse. Donc c'était assez simple théoriquement, mais on avait, et on en a assez discuté ensemble, on avait notamment les achats de revanche et puis l'utilisation de cartes de crédit et de tout ce qui était bas de laine, qui n'a pas permis à ce mécanisme de se mettre en place. Mais on a vu que depuis l'année passée, depuis mai de l'année passée, eh bien, le taux de chômage a monté de quasiment 1% aux États-Unis, 0,9%, en passant à 4,3% de taux de chômage, et que aujourd'hui, c'est quelque chose qui inquiète parce que vous savez que c'est comme un bateau, pour l'arrêter, il faut de la distance. Et là, on ne peut pas arrêter un chômage qui monte, c'est-à-dire qu'on peut essayer de le ralentir, mais c'est très difficile de piloter un taux de chômage. Et vous savez très bien, Grégoire, que le taux de chômage il est important parce que si les Américains ont un emploi, eh bien, ils consomment. Et s'ils consomment, eh bien, il y a de la croissance aux États-Unis. Donc pour piloter ce soft landing, il faut absolument que le taux de chômage, et on aura les chiffres d'août qui seront publiés le 6 septembre, eh bien, il faut surtout que ce taux de chômage n'aille pas au-delà d'un certain point de chômage. Et en fait, ce point, apparemment, puisqu'on a entendu plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine s'exprimer ce week-end, eh bien, certains le mettent le curseur à 4,5% et d'autres le mettent à 5%. Donc, si vous allez au-delà de ce chiffre, eh bien, c'est un moment où la Réserve fédérale américaine commence à transpirer un peu plus qu'elle n'a transpiré avant. Et de l'autre côté, l'inflation, on n'en parle plus du tout parce qu'elle semble, et c'est très difficile de le dire, mais elle semble maîtrisée par la Fed. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la Fed va baisser ses taux. Ce qui est sûr, c'est que, vous savez, les nuages de points, les fameux dot plots qui seront modifiés en septembre, eh bien, ne vont plus montrer qu'il n'y a plus qu'une baisse avant la fin de l'année. Il y en aura certainement 3. Mais c'est vraiment le taux de chômage qui va nous montrer comment les prochaines baisses de taux vont être pilotées toutes sur cette fin d'année et évidemment en 2025. Donc je dirais que c'était une remise à l'ordre et on voit très bien dans son discours qu'il répète à plusieurs reprises ce mandat du plein emploi qui est très important. Oui, effectivement, et on verra comment le débat prend forme, notamment avec la publication attendue début septembre des chiffres de l'emploi américain du mois d'août, sur l'idée de commencer par une baisse de taux de 25 points de base ou de 50. On l'a vu dans le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire qui se tenait les 30 et 31 juillet. Certains membres de la Réserve fédérale américaine auraient peut-être été en faveur, dès le mois de juillet, d'une baisse de taux de 25 points de base. Est-ce qu'il faudra rattraper du retard ou est-ce qu'au contraire, on peut se permettre d'y aller
tranquillement, progressivement. Bon, réponse peut-être avec les prochains chiffres de l'emploi aux États-Unis, un taux de chômage qui s'établit pour l'instant à 4,3%. Si on en vient au marché, John, chaque mois a toujours un peu ses caractéristiques dans l'histoire des marchés. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là du mois de septembre et de surcroît du mois de septembre dans une année électorale? Oui, alors il faut rappeler une chose, c'est que le mois de septembre, historiquement, est le plus mauvais mois de l'année. Donc je commence par une mauvaise réponse. Pourquoi ? Parce que depuis 1950, l'indice S&P baisse de 0,87% historiquement, alors que le meilleur mois, c'est le mois de novembre, et que historiquement, en moyenne, il faut faire évidemment attention en moyenne, eh bien, le mois de novembre, c'est plus 1,63. Donc, moins 0,87, donc plus 1,63. Donc, on voit qu'il y a une différence notoire. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Et la première, elle est fiscale, parce qu'on sait que ce qu'on appelle les mutual funds, les fonds communs de placement aux États-Unis, eh bien, encaissent normalement leurs pertes avant la fin septembre, puisqu'ils récupèrent ce qu'on appelle des pertes fiscales, puisque l'exercice fiscal clôture en septembre. La deuxième raison, c'est, et puisque vous en parliez, c'est normalement le mois dans les élections, les années d'élections présidentielles, vous avez les candidats qui vont un petit peu plus loin dans leur programme. Et on a vu notamment, hier déjà, le colistier de Donald Trump qui, lui, a parlé pour une fois de politique économique en mettant en avant les bienfaits d'une guerre commerciale, notamment avec la Chine. Eh bien, on va de plus en plus en entendre parler de l'autre côté de la part du candidat et de Kamala Harris. Donc, on va dans le dur, je dirais, du sujet à 2 mois de l'élection présidentielle. Il y a aussi d'autres raisons qui expliquent ça. C'est évidemment le fait que vous êtes dans une situation où, durant le mois d'août, vous avez moins de volume. Les gens, quelquefois, prennent leurs bénéfices ou en tout cas mettent des stops, comme on appelle ça, avant de partir en vacances. Et souvent, on a, au mois de septembre, des mois extrêmement volatiles. Et puis, pour l'anecdote aussi, si vous prenez les semaines, si on se focalise maintenant vraiment sur les semaines, vous voyez que les 2 dernières semaines de septembre sont les plus mauvaises de toute l'année. Donc on voit ici qu'il faut faire attention et surtout, dans ce qui nous concerne, on aura des rendez-vous, on aura normalement le débat entre Kamala Harris et Donald Trump, on va avoir aussi le débat entre les 2 colistiers, et puis, on en a parlé, alors vous me direz, c'est pas dans la deuxième partie de septembre, mais c'est au début, on a pas mal de rendez-vous qui pourraient rajouter de la volatilité, on en a parlé avant, le 6 septembre, c'est évidemment les chiffres de l'emploi américain, vous avez le 18 septembre, c'est la Fed, le 12 septembre, c'est la Banque Centrale Européenne, et vous avez plein de banques centrales qui se réunissent. Donc ça va alimenter de la volatilité. Vous en parliez avant, justement, de Nvidia et de toute la sphère de l'intelligence artificielle. On sait que la demande est là, mais la grande question pour Nvidia et pour d'autres acteurs, c'est vraiment de savoir s'il y a assez d'offres. C'est ça la question, pas la demande, mais l'offre en face, et de savoir si finalement, on va voir au bout du tunnel un potentiel concurrent arriver pour concurrencer Nvidia et voir ce que font les Chinois, bien évidemment. Donc, beaucoup d'incertitudes, et là-dessus, cerise sur le gâteau, je sais que ce n'est pas un bon terme à utiliser dans ce cadre-là, mais on a la question géopolitique. C'est très difficile, et j'ai plusieurs de mes confrères économistes qui modélisent d'une certaine manière la guerre en Ukraine et la guerre au Proche-Orient. Et c'est très difficile puisqu'on sait que d'un jour ou l'autre, on peut avoir une surprise négative, dramatique au niveau humain, mais aussi qui a des implications très très fortes sur l'économie en général. Et sur l'inflation, puisque je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, le prix du baril, ce matin, a gagné 3% à cause de ce qui s'est passé, à cause des attaques qu'il y a eu ce week-end d'Israël sur le Hezbollah, sur des bases du Hezbollah. Et on a vu que toutes les certitudes qui étaient posées de la décélération de la demande, notamment de la part de la Chine, se traduisaient par une baisse du prix du baril. Non, ce matin, c'était le contraire qui arrivait, avec potentiellement des implications à plus long terme
sur l'inflation. Donc c'est très difficile à dire. On peut comprendre ici que le mois de septembre va être un mois de septembre qui va être, comme je l'ai dit avant, volatile et potentiellement négatif. Donc faites un peu attention à ce niveau-là. Et puis puisqu'on a une certitude, c'est difficile de le dire ici, mais une certitude que la Fed va baisser ses taux en septembre, on a toujours des changements, et vous en parliez en première partie d'émission, des changements de portefeuille dans les portefeuilles des gérants et des fonds de pension, notamment aux États-Unis, qui pèsent lourd sur le marché, qui peuvent avoir des conséquences fortes. Merci beaucoup, John. Mois de septembre à enjeu. Ne ratez rien du mois de septembre sur les marchés. Le réflexe, c'est Smart Bourse, évidemment, chaque jour à 17h, en replay, en podcast, avec John Plassard, notamment, qui nous accompagnait pour cette émission de rentrée. Merci beaucoup, John. Vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau et compagnie en Suisse.